Nous allons étudier l'évolution de la chapelle des Marins et de la basilique Notre-Dame dans la seconde moitié du XXe siècle. Durant ces années, des événements importants ont marqué leur histoire. D'abord, l'élévation de l'église au rang de basilique en 1953, puis entre 1966 et 1986, l'intérieur subit des transformations et de nombreuses rénovations sont réalisées. Ensuite, nous évoquerons l'incendie de la chapelle en 1986 et ses réparations. Et enfin, la chaire, les orgues et le clocher de la basilique qui sont l'objet de toutes les attentions entre 1989 et 1999. Voilà, revenons quelques années en arrière. Donc, Monseigneur Felletin, archevêque de Bordeaux depuis 1935, cherche à faire élever l'église Notre-Dame au rang de basilique. C'est un privilège réservé à des lieux de culte particuliers où les fidèles viennent en pèlerinage. Il en fait la demande à Rome, auprès de Pie XI, puis la réitère auprès de Pie XII, pape en 1939. Mais les choses ne vont pas très vite au Vatican. Quand un nouvel archevêque, Monseigneur Paul Richaud, arrive à Bordeaux en 1950, il reprend le dossier à son compte avec l'aide du curé Paul Lefranc et puis de son successeur Joseph Besse. Et enfin, la demande aboutit. Le pape Pie XII élève donc l'église Notre-Dame au rang de basilique mineure par un bref du 9 mars 1953. C'est une basilique mineure car seules les basiliques de Rome sont majeures. C'est la 89e de France et la 4e en Gironde, après Saint-Seurin, Saint-Michel et Notre-Dame de Verdelais. Ce titre honorifique est accordé par le pape à l'église Notre-Dame d'Arcachon, car de nombreux fidèles, dont on l'a dit beaucoup de marins, viennent en pèlerinage pour honorer la Vierge. La cérémonie officielle est fixée au 15 août, jour de la fête de l'Assomption. Les festivités commencent la veille. À 21h, une foule de fidèles portant des cierges et chantant l'Ave Maria de Lourdes participe à une procession au flambeau dans les allées de la ville d'Hiver. Cette procession est suivie d'une veillée mariale et d'une messe de minuit. Le 15 août, à 10h30, a lieu la cérémonie solennelle de l'érection de l'église en basilique. Cette photo, avec Monseigneur Richaud au centre, est postérieure, mais donne une bonne idée du décor de l'église et de ses draperies. Le grand carillon annonce l'arrivée du cortège, conduit par une cinquantaine d'enfants de chœur, de nombreux chanoines, des représentants du clergé d'Arcachon et des paroisses voisines, Monseigneur Cabiro, vicaire général de Bordeaux, Monseigneur Combe, évêque auxiliaire de Paris, et enfin Monseigneur Richaud, archevêque de Bordeaux. L'abbé Besse, archiprêtre de Notre-Dame, remercie le souverain pontife d'avoir honoré l'église et la ville d'Arcachon et demande aux fidèles de prier pour lui au moment où la chorale dirigée par le docteur Janca chante le Tues Petrus. Il cède la chaire à Monseigneur Cabiro, qui donne lecture en latin du bref pontifical. Ensuite, l'abbé Besse revient lire le bref en français, et la cérémonie se termine par le chant du Te Deum. L'église reçoit les deux emblèmes d'une basilique, qui seront placés de part et d'autre de l'autel. Donc à gauche, ici, vous voyez l'ombrellino aux couleurs du Vatican, jaune et rouge, appelé aussi gonfanon ou gonfalon. Et à droite, le tintinabule, c'est une clochette sur un support portatif orné des initiales de Notre-Dame. Ce sont des signes de communion avec l'évêque de Rome et ils sont destinés à recevoir le pape s'il venait à la basilique. Le cortège se reforme et se rend sur le parvis avec la statue de Notre-Dame d'Arcachon. La grand-messe pontificale est célébrée par Monseigneur Richaud, devant les autorités civiles et militaires que l'on voit ici. Et une foule innombrable garnit la chaussée jusqu'à l'allée de la chapelle. La cérémonie dure jusqu'à 13h, le spectacle en est magnifique. La basilique pavoisée, dont la brise fait onduler les oriflammes blanches et bleues de la Vierge, et jaune et rouge de la papauté. Le nombreux clergé qui garnit le parvis,
et la foule immense, immobile et recueillie. Tout cela donne à cette manifestation religieuse un caractère de grandeur et de beauté. Les fêtes se terminent le soir par une seconde procession au flambeau, dans les mêmes conditions que la veille, passant devant les villas pavoisées et les jardins illuminés par des rampes électriques ou des lanternes vénitiennes. Elle est suivie du salut du Saint-Sacrement dans une église archicombe. À partir des années 1960, la nouvelle basilique va connaître quelques changements dans son aménagement. Elle va tout d'abord vivre son aggiornamento. L'aggiornamento, c'est un terme italien qui signifie mise à jour. Il est utilisé par le pape Jean XXIII et par les évêques pendant le Concile Vatican II pour désigner l'adaptation nécessaire de l'Église au monde moderne. Après le Concile, l'abbé Besse, comme ses confrères, retire de son église une partie de son mobilier, et notamment la chaire, dont nous reparlerons plus tard. Il fait supprimer l'autel qui existait au fond du chœur sur plusieurs marches. Pour officier face aux fidèles, il installe un autel plus sobre en avant, dans le chœur et légèrement surélevé. À la place de l'ancien autel, il installe un baptistère en forme de vasque, surmonté d'une sculpture naïve de Saint Jean-Baptiste. La table de communion est supprimée, ainsi que les autels des transepts de Saint-Joseph et du Sacré-Cœur. Des statues et des tapisseries sont retirées, et les fresques du couronnement peintes par Guillaume Allot entourant le chœur, qui ne plaisent plus, sont cachées par une tenture blanche. Arrêtons-nous un instant sur la porte du tabernacle de l'hôtel Saint-Joseph. Le docteur Fleury a raconté cette anecdote à André Mouls. Robert Fleury, qui était alors adjoint au maire Lucien de Gracia, entre dans la basilique pendant la démolition de l'hôtel Saint-Joseph, situé dans le transept de gauche. Il découvre la porte du tabernacle dans les gravats. Il demande au maçon ce qu'il compte en faire. Lorsqu'il apprend qu'elle va être jetée avec les autres débris, il propose de la prendre et donne un billet au maçon. Il l'emporte dans sa maison de campagne, où il a l'intention de la faire sceller au-dessus de sa cheminée et la dépose en attendant sur le linteau. Malheureusement, sa maison est cambriolée quelque temps plus tard et beaucoup d'œuvres d'art sont volées. Alors qu'il arrive chez lui, il trouve la porte du tabernacle devant son portail tombée de la camionnette des voleurs. Il prend cela pour un signe du ciel et il la redonne à l'église. Elle est maintenant fixée au mur de la chapelle Saint-Joseph. Dans la chapelle des Marins, un nouvel autel était également installé pour célébrer la messe face aux fidèles, mais l'ancien autel est conservé. La chapelle est malheureusement en très mauvais état. L'architecte de la ville, Jean Daniel, constate en 1959 que la toiture, la charpente, le plafond en bois, les lambris et les peintures doivent être rénovés. L'électricité est également à refaire. La chapelle est effectivement dans un état pitoyable. L'abbé Besse s'en désole. Il en avait d'ailleurs parlé au maire, Lucien de Gracia, en lui disant « Rasez-la, elle s'effondre ». Mais la Vierge veille sur sa chapelle. Une rencontre va en effet changer les choses. En 1966, le curé de Notre-Dame fait la connaissance de M. Lavitte, venu à Arcachon avec sa famille pour se reposer. Il est inspecteur des Beaux-Arts et il est très intéressé par la chapelle des Marins. Pour la sauver, il faudrait la faire classer monument historique. Mais la chapelle ne peut pas l'être car elle fait partie d'un autre bâtiment, en l'occurrence la basilique Notre-Dame. Par contre, M. Lavitte trouve la décoration intérieure, qui semble d'origine très intéressante. Il pense que l'on pourrait donc obtenir un classement du mobilier et des peintures. Louis Monnier, conservateur des antiquités et objets d'art de la Gironde, est justement en train de procéder au recensement des retables. Il note ceux de la chapelle des Marins, qui sont particulièrement remarquables. Le conseil municipal du 25 février 1967 vote la demande de classement de la chapelle au monument historique.
Pour constituer le dossier, la mairie commande au studio Léo Neveu une série de photos de son intérieur, dont celle-ci fait partie. La Commission supérieure des monuments historiques classe officiellement le 8 décembre 1869 le décor de la chapelle Notre-Dame, qui comprend l'autel de la Vierge, son tabernacle et son retable. L'autel et le retable de Saint-Clair que l'on voit ici. Et l'autel et le retable de Sainte-Anne. Le classement concerne également 4 ex-voto de navires accrochés dans la deuxième partie de la chapelle que l'on voit ici mais restaurée. La Sophie, toile qui date de 1770, le Petit Louis de 1788, la Jeanne Françoise de 1767 et le Saint-Pierre Joseph qui a été peint en 1789. La Nativité, panneau sculpté du XVIIe siècle que l'on trouve dans le transept droit de l'église, est également classée, ainsi que la Vierge de l'Assomption, un groupe en bois sculpté et peint datant de la fin du XVIe siècle, placé au fond de l'église sur le mur de droite. Et dans la chapelle des Marins sont classés les lambris et leurs toiles, et le plafond de Bardot en bois sculpté, peint et doré du XVIIIe siècle. Cette photo, comme la suivante, font partie de la série réalisée par Léo Neveu. La grille en fer forgé, qui date de 1769, est également classée l'année suivante, le 29 septembre 1970. De passage à Arcachon, l'inspecteur des Beaux-Arts examine la possibilité de redonner de l'éclat à la chapelle. Il apprend de l'archiprêtre Besse que les Arcachonnais doivent fêter en 1973 le centenaire du couronnement de Notre-Dame. Ils envisagent alors de tout faire pour que les crédits soient obtenus très rapidement. Par la suite, et d'année en année, il faudra procéder à la réfection du reste de la chapelle. L'inspecteur espère qu'il sera possible de conserver le bois du plafond et de faire réapparaître les peintures que la suie des cierges a fortement abîmées. L'abbé Besse en informe le maire le 16 novembre 1970 et profite de cette lettre pour demander la rénovation de l'installation électrique de la chapelle, dangereuse et risquant de provoquer des courts-circuits. Sa démarche est très bien accueillie par Lucien de Gracia, comme on le découvre sur sa réponse. Monsieur Costa, le conservateur régional des bâtiments de France, annonce le 5 novembre 1971 à la mairie d'Arcachon que l'inspecteur des monuments historiques a validé les devis pour la restauration du chœur de la chapelle des Marins. La première tranche des travaux comprend la rénovation complète du maître-autel, la restauration du retable, le nettoyage et le raccord des peintures du plafond du chœur. La commission de l'équipement du ministère des Affaires culturelles donne son accord le 10 novembre 1971, mais à condition que la ville d'Arcachon finance la moitié des travaux. Le conseil municipal vote pour ces travaux lors de sa séance du 19 novembre et les inscrit au budget primitif de 1972. Les restaurateurs ont la surprise de découvrir dans le plafond du chœur de la chapelle des peintures d'une fraîcheur remarquable. Se pose alors le problème de la restauration de l'ensemble de la chapelle, qui sera l'objet d'une deuxième tranche de travaux. Monsieur Costa vient sur place et donne son accord pour la restauration du plafond, de 2 retables latéraux et des lambris de la nef. Là encore, la ville devra payer la moitié de la note. Le conseil municipal inscrit la dépense au budget supplémentaire de 1972. La chapelle restaurée est magnifique avec ses dorures toutes neuves. Les chaises ont été remplacées par des bancs. Le dallage usé est caché par un plancher recouvert d'un large tapis rouge dans l'allée centrale. Les Beaux-Arts ont voulu alléger la décoration de la chapelle de nombreux ex-voto. Ils ont gardé des tableaux,
les plaques en marbre sur les murs et les chœurs, la crosse de Monseigneur Métro, qui a été curé à Arcachon de 1902 à 1908, reste dans le sanctuaire, ainsi que le petit tonneau et les bouées de sauvetage, 2 bateaux et 2 navires de guerre. Si ce tonnelet qui a sauvé la vie d'Osman Laborde est bien connu, cet ex-voto qui représente la seconde chapelle des marins est ignoré des fidèles, car il est accroché dans le côté gauche du chœur et était peu visible faute d'éclairage. Mais la mairie vient d'y remédier et on peut maintenant l'admirer. En 1972, on parle d'un petit musée à créer pour conserver les autres ex-voto. Mais 5 ans plus tard, il s'avère qu'il en manque déjà beaucoup. On l'a évoqué tout à l'heure. De nombreux ex-voto, comme des sabres, un petit bateau, ont été volés pendant les travaux de réfection. Des objets ont été jetés à cause de leur vétusté, comme par exemple des béquilles vermoulues, des bannières mitées, et d'autres encore ont disparu. Des œufs d'autruche, un casoar, des médailles ou des couronnes de mariée. La poursuite de la restauration de l'intérieur de la basilique et de la chapelle va continuer grâce aux monuments historiques. 8 ans plus tard, donc le 8 juillet 1980, ce sont 6 tableaux de la sacristie qui sont classés. L'enfant Jésus, bénissant entre Saint Jean-Baptiste et Saint Jean l'Évangéliste, toile d'Antonio del Castillo y Saavedra, datant de 1644. Cette œuvre est un don d'Émile Pereire. Les filles du potier, Sainte Juste et Sainte Rufine, les 2 martyrs de Séville. Ce tableau, peint vers 1675, représente les 2 saintes grandeur nature. Elles tiennent d'une main une palme et de l'autre la Giralda, la tour de la ville, dont elles sont les patronnes. 2 vases sont à leurs pieds, attestant la profession de leur père. On attribue cette toile à Murillo. Elle a été donnée à l'église au nom d'Émile Pereire par sa fille, Madame Charles Ronet, en 1860. Sont également classés Joseph expliquant les songes, une toile du XVIIIe siècle, et Sainte Agnès entourée de personnages. Cette toile que l'on voit ici date du XVIIe siècle. Elle a été offerte par le duc de Luynes, qui employa sa fortune à essayer de fertiliser la plaine du Cournot et Cazaux, mais sans succès. L'adoration des bergers à gauche, toile du XVIIe siècle, et l'adoration des mages, qui date du XVIe siècle. Ces 2 toiles sont également dans la sacristie. Les fresques qui décorent le chevet de la basilique sont enfin débarrassées des draperies qui les cachent. Cet ensemble a été peint par Guillaume Allot lors de l'agrandissement de l'église en 1884. Il représente le couronnement de la Vierge d'Arcachon qui a eu lieu en 1873. Cette gloire avait été accordée par le pape Pie IX par bref du 15 juillet 1870. Le peintre a mis tant de couleurs locales qu'elle constitue une étude précieuse des costumes de l'époque. On y voit les personnages officiels, religieux, civils ou militaires, et les gens du pays en tenue pittoresque, marins ou résignés, avec la forêt et le bassin pour fond de tableau. À la fin du mois de janvier 1980, une des fresques se détache du mur côté ouest, celle dont le personnage principal est un pêcheur à genoux en prière. Les services techniques de la ville, dirigés par M. Posès, viennent réparer provisoirement le dommage. Ils découvrent alors que les peintures sont collées sur un mur très humide et que d'autres sont prêtes à se détacher. Un travail sérieux de restauration s'impose. Le 9 mai 1981, elles sont classées et on peut faire appel aux Beaux-Arts. Le 16 mai 1984, le conseil municipal valide la restauration. Des fresques du couronnement de la Vierge, que l'on voit ici en détail, et de 3 tableaux de l'école espagnole du XVIIe siècle de la sacristie. Les travaux seront exécutés sous la direction de l'inspection des monuments historiques. L'État prendra à sa charge 50% des frais, le département 25% et la ville 25%.
La restauration des tableaux est confiée à l'atelier Gérard Tenkate à Champs-sur-Marne. Elle sera longue et délicate, et toujours à cause de la fragilité des supports. L'incendie, oui. Petit à petit, au fil des restaurations, la basilique et la chapelle ont retrouvé tout leur faste. Malheureusement, le mercredi 8 janvier est une journée tragique pour la chapelle. Entre 9h10 et 9h15, deux agents des services techniques de la ville d'Arcachon, messieurs Sib et Barre, passent dans le secteur et aperçoivent de la fumée qui s'échappe du toit de la chapelle des Marins. Monsieur Barre se précipite à la pharmacie Notre-Dame pour téléphoner aux pompiers, pendant que monsieur Sib court au presbytère alerter l'abbé d'Abadie, le curé de Notre-Dame. La mairie est prévenue en urgence. Marcel Le Turgeon, ingénieur en chef des services techniques, avertit le maire, Pierre Lataillade, et tous deux partent aussitôt à la basilique. Les pompiers arrivent très rapidement, mais la toiture s'est embrasée. Ils luttent contre le feu sous les ordres du commandant Tombini. Ils attaquent les flammes par l'intérieur de la nef et par l'extérieur du bâtiment en arrosant le toit. Les flammes dévorent la charpente aux belles poutres de chêne, réduisant en cendres le plafond en bois et se propagent au placard de l'ancienne sacristie. Pierre Lataillade entre par la petite porte du côté de l'avenue de Manque et se précipite dans la chapelle. Elle est totalement enfumée, on n'y voit rien. Il respire mal, mais hurle « Sauvez la Vierge !» Et une voix répond « Je ne peux pas l'enlever, elle est scellée !» Alors il crie « Arrachez tout !» L'abbé Moreau surgit de la fumée et dépose la Vierge d'Arcachon dans ses bras. Serrant son trésor contre lui, il sort par l'église et le remet la statue au père d'Abadie en lui disant « La Vierge est sauvée, portez-la vite au presbytère ». Pendant ce temps, les pompiers arrosent à la lance la couverture dont les chevrons s'effondrent. Ils évacuent les objets précieux contenus dans la chapelle. Ils sauvent le tabernacle et les statues, mais également les peintures, les ex-voto, dont des maquettes de Pinas et le fameux tonneau d'Osman Laborde. Par contre, le lustre central est écrasé au sol. Après avoir évacué les bancs et les objets précieux, ils font tomber les tuiles et les chevrons calcinés pour alléger la charpente et éteindre les flammes qui consument les poutres. Les pompiers réussissent à préserver les murs de la chapelle. Le retable central du chœur et les petits retables de Sainte-Anne et de Sainte-Claire sont sérieusement endommagés. La lustrerie, les grilles et les ex-voto subissent également des dommages. Vers 10h15, l'incendie est maîtrisé, mais les pompiers restent toute la journée pour prévenir une éventuelle reprise du feu. La nouvelle se répand rapidement dans la population, l'émotion est très forte. Les services de police sont là pour maîtriser la foule des curieux. Marcel Le Turgeon, le responsable des services techniques de la ville, prend en charge le dossier. Il prévient la Conservation régionale des monuments historiques et la compagnie d'assurance, les Assurances Générales de France que vous connaissez sous les AGF. Des dispositions sont prises pour sauvegarder ce qui reste de la chapelle et protéger les 300 mètres carrés détruits. Les pompiers prêtent 3 bâches, 3 autres viennent de l'entreprise Dulot et 3 autres encore de la société Saint-Frère à Bordeaux. Les services techniques de la mairie travaillent jusqu'à 20h30 pour installer cette protection et reviennent la conforter le lendemain. Le 16 janvier, les AGF des experts chargés d'évaluer le montant du sinistre. Le contrat mis au point par le docteur Fleury est excellent. Les bâtiments et le mobilier sont assurés pour leur valeur à neuf. Le mercredi 22 janvier, l'assurance envoie 2 experts pour maîtriser et évaluer les dégâts pour la partie gros œuvres. Monsieur Flèche, adjoint de l'architecte en chef des Bâtiments de France, donne son accord pour que les entreprises locales soient consultées en priorité pour la charpente et la couverture. Avec Monsieur Lavitte, inspecteur des monuments historiques, il pense que la mise hors d'eau pourra être exécutée pour juin 1986 et la partie œuvre d'art pourrait être envisagée pour la fin de la même année. Le déblaiement commence et tous les éléments encore utilisables sont récupérés pour pouvoir reconstruire à l'identique. Des protections sont mises en place, des tôles,
sur la chapelle et des panneaux en bois sur les lambris verticaux. La mairie lance un premier appel d'offres le 18 avril pour réparer le gros œuvre. Les dossiers sont étudiés par M. Herat, architecte en chef des Bâtiments de France. Il retient l'entreprise Quelin de Bègle pour la maçonnerie, l'entreprise Dubois de Bordeaux pour les boiseries et la maison bordelaise Dupuis pour la restauration des vitraux. Aucune entreprise locale n'est retenue, ce que déplore le conseil municipal. Mais ce sont les Bâtiments de France qui décident. Le conseil municipal fait cependant accepter que la partie charpente soit sous-traitée à Christian Ramon de la Teste, son offre étant très proche de celle retenue. Les indemnités des assurances s'élèvent à plus de 3 300 000 francs pour le gros œuvre et à un peu plus de 300 000 francs pour le mobilier et le matériel. La ville ajoute quelques travaux complémentaires qui seront à sa charge, c'est-à-dire la modernisation de l'éclairage, l'isolation thermique du sol et la protection des lambris intérieurs. L'entreprise Pierre Belin de Fronton et Christian Carozéos des Arts et Bâtiments d'Issoire donnent leurs estimations pour la partie artistique, peinture, retable, tableau, faux marbre, statues, table de communion et la grille en fer forgé. La maçonnerie, la charpente et la couverture doivent être terminées fin juillet. Les plafonds et les finitions de peinture pour fin décembre. Il faut que tout soit prêt pour la fête de l'Annonciation le 25 mars, qui est traditionnellement la fête d'Arcachon. Le dossier est accepté à l'unanimité par le conseil municipal du 13 juin 1986. Il prévoit une reconstitution de la chapelle telle qu'elle a été bâtie en 1722, à part son dernier tiers amputé lorsque l'église Notre-Dame a été édifiée. Les bâtiments annexes, sacristie et couloir, ajoutés lors de la construction de l'église, n'étaient plus utilisés et ils cachent le volume de la chapelle, comme on voit sur cette vue d'avant l'incendie. Il est donc décidé de les supprimer. Un bâtiment tout en longueur va être fait avec des vitraux comme à l'origine. Christian Ramon, charpentier traditionnel, son fils Bernard et son ouvrier René se mettent au travail. Il faut déposer la charpente brûlée dont chaque entrée en chaîne pèse 800 kg. L'entreprise Baudin vient avec sa grue pour les soulever. Avec l'architecte, ils ont la surprise de découvrir que la charpente était cintrée en forme de bateau. Bon, vous me direz, il n'y a rien d'étonnant pour une chapelle des marins. Elle sera donc refaite à l'identique. Trouver les 25 mètres cubes de chaîne nécessaires n'étant pas chose facile, il est remplacé par un solide et résistant bois canadien, un IPCA de Sitka traité anti-feu. Pendant ce temps, les travaux préparatoires aux peintures s'effectuent. Des dessins grandeur nature sont réalisés sur calque d'après les photographies et les divers documents réunis lors de la précédente restauration. Fin juillet, le gros œuvre est terminé et les travaux s'arrêtent pendant le mois d'août. En septembre, l'intérieur de la chapelle se transforme en atelier de peintres et de restaurateurs. Depuis l'intervention des pompiers, l'ensemble des boiseries et des retables est gorgé d'eau. La peinture commence à s'écailler et les apprêts à se décoller. Tout doit être doré, même la grille. Quant aux lames du bois du plafond, celles qui ont subsisté, elles sont en partie carbonisées. Après la remise en place des éléments récupérés et les bois neufs installés, les peintres peuvent venir exécuter le décor selon une technique proche de celle du XVIIIe siècle. La société Arts et Bâtiments d'Issoire et son patron Christian Carozos est chargé du plafond, des boiseries, des retables et des statues. Elle nettoie les boiseries, change les parties abîmées et prépare l'ensemble pour les peintures qui sont refaites, notamment les faux marbres, en se basant sur des couleurs anciennes. Pour le gros travail de la dorure du retable, la société utilise 10 250 feuilles d'or, soit 41 mètres carrés. Ces travaux vont prendre 7 mois. La restauration des tableaux est confiée à Pierre Belin, qui se fait aider d'artistes qu'il connaît bien, notamment Antonio de Renzis et Mira Petrovic. Le
Le décor d'une scène du plafond central n'étant pas retrouvé, l'emplacement est laissé vide. Les vitraux d'art Jacques Dupuis installent 2 fenestrages dans le chœur et 4 dans la nef, plus un oculus dans le plafond du chœur couvert par un vitrail. Le plancher calciné a permis de retrouver le dallage ancien qui est ressuscité par l'entreprise Quélin de Bègle avec des dalles de 20 par 20 provenant d'un château du XVIIIe. L'autel est remplacé par une table Louis XV. La chapelle rénovée est inaugurée solennellement le 25 mars 1987 au cours de la messe concélébrée par 25 prêtres sous la présidence de Monseigneur Mazier, archevêque de Bordeaux. À l'issue de la procession à la jetée et de la bénédiction de la mère, Pierre Lataillade, entouré de nombreuses personnalités civiles, dévoile la plaque commémorative apposée à l'extérieur de la chapelle restaurée. La police a bien sûr ouvert une enquête pour connaître les causes du sinistre. Le jour de l'incendie, dès 19h, un expert judiciaire était sur place. De retour le lundi suivant et aidé de 4 ouvriers de la mairie, il conclut que le feu a été mis délibérément dans un placard de la sacristie. Le mois suivant, le 24 février 1986, dans l'après-midi, un nouvel incendie se déclare dans la maison de retraite Saint-Dominique, boulevard de Gane à Arcachon. Un employé aperçoit de la fumée passant sous la porte de la sacristie. Il donne l'alerte et le feu est vite circonscrit. L'origine apparaît tout de suite criminelle. L'incendiaire a mis le feu dans un placard de la sacristie et a verrouillé les portes qui ne le sont jamais. En prenant la fuite, il a été aperçu par plusieurs personnes de l'établissement et la police fait le rapprochement avec l'incendie de la chapelle des Marins, mais aucun indice ne permet de le retrouver. 2 ans plus tard, le 11 janvier 1988, la sûreté arcachonnaise met la main sur l'auteur de l'incendie. Il s'agit d'un mineur de 16 ans, donc 14 ans au moment des faits, qui a été interpellé pour avoir allumé 2 foyers début décembre. En l'interrogeant, les enquêteurs le voient brusquement reconnaître les incendies de la chapelle des Marins et de la maison de retraite. Le pyromane est présenté le lendemain au juge, qui le laisse en liberté provisoire. Ce jeune délinquant, notoire du Moulot, va rester quelque temps au centre Saint-Vincent-de-Paul d'Arcachon, sous la direction des filles de la Charité, dans leur section Maison d'enfants à caractère social, donc plus simplement la MEX, vous savez, la MEX, que vous connaissez. Dans les dernières années du XXe siècle, ce sont la chaire, l'orgue et son clocher qui font l'objet de toutes les attentions. La chaire a été offerte par les Parisiens exilés à Arcachon pendant la guerre de 1870 lors du siège de la capitale. Ils tenaient à remercier la Vierge qu'ils avaient tant priée dans la chapelle des Marins et la population pour son accueil. L'église Notre-Dame venait d'être bâtie et il lui manquait encore une partie de son mobilier. André Rebsamen nous décrit cette chaire dans son livre Notre-Dame d'Arcachon paru en 1937. Je cite. Elle est en bois de chêne. La cuve a 5 panneaux sur lesquels sont représentés par autant de statues le Christ et les 4 évangélistes. L'architecte Gustave Allot en a fait le dessin et sa fabrication a été confiée à Bernard Jabouin, sculpteur ornemaniste réputé de Bordeaux. Cette chaire a été posée le 25 mars 1872 au niveau du 3e pilier de la nef à droite. Bon, comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, l'abbé Besse retire la chaire de l'église avec une partie du mobilier après le Concile Vatican II. Il la cède alors à son collègue de Sainte-Foy. Mais lorsque le maire Lucien de Gracia l'apprend, il va trouver l'archiprêtre qui lui dit qu'il pensait que c'était un bien propre à l'église. Le maire lui précise le contraire et non, dit-il, c'est un immeuble par destination et elle appartient donc à la commune. Il la fait revenir à Arcachon où elle est placée dans le magasin de la ville. La chaire va ensuite souvent déménager à Arcachon, comme l'explique un rapport de Marcel de Turgeon au maire Pierre Lataillade, daté du 31 juillet 1989. Je vous donne le déroulé.
La chaire est démontée et transportée dans un dépôt de la commune, rue Alfred Dejean. Lorsque ce dépôt est cédé au PTT pour la construction de la poste auxiliaire de Saint-Ferdinand, les éléments de la chaire sont emmenés dans un autre dépôt, boulevard Chanzy, dit Bécoulé. Les terrains de ce dépôt ayant été par la suite transférés au département pour la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie, tout le matériel de la ville est déménagé et la chaire est déposée dans la cave de l'église Saint-Ferdinand. En novembre 1988, le maire décide de faire procéder à la restauration de la chaire et de la remonter dans l'enceinte de la basilique. En accord avec le curé d'Abadie, il est convenu qu'elle serait placée sur le bas-côté droit, près de la porte donnant sur l'avenue Sainte-Marie. Après avoir minutieusement trié et classé les pièces retrouvées dans la cave de l'église Saint-Ferdinand, Francis Dubos, maître ouvrier chargé des ateliers de menuiserie du centre technique de Mariolan, se met à la tâche pour reconstituer ce mobilier. Alors, pour cela, il recherche du bois de chêne très sec pour confectionner les pièces détériorées ou manquantes. Il le trouve dans les réserves des ateliers de la commune. Il trouve des plateaux de chêne de plus de 5 à 6 ans de séchage et il en faudra un demi-mètre cube. Grâce à l'aide des 3 prêtres des paroisses d'Arcachon et des photos anciennes prêtées par diverses familles, l'artisan peut restituer les sculptures du Christ et des évangélistes, donc Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Au cours de la restauration, il trouve cachés au fond de la console du pied les noms des auteurs de cette chaire, les ébénistes Desbon et Chapuis en 1872. Francis Dubos, aidé dans le montage par le menuisier De Grave, ainsi que pour les ferrures et scellements par messieurs Henry et Elpède, fixe définitivement le 7 juillet 1989 tous les éléments composant cette chaire. La restauration, commencée en 1988, aura demandé 971 heures de travail. 971. Elle est inaugurée le 9 août par le maire Pierre Lataillade, accompagné de son adjoint Michel Morligheim, du conseil municipal Giboin et de Marcel Le Turgeon, qui entoure le curé d'Abadie. L'orgue. Alors, l'orgue lui aussi a grand besoin d'être restauré. C'est bien l'avis de l'organiste Christian Fauché. L'orgue a souvent sonné sous les mains de Charles Gounod et participe au rayonnement culturel de la ville par l'éclat de ses offices religieux, mais aussi par ses récitals et ses concerts. Cet orgue de conception romantique ou symphonique romantique a été construit en 1863 par la très réputée maison Georges Vénère de Bordeaux pour un montant de 10 000 francs or. Il a été offert par Adalbert de Gane. Cet instrument qui possède les jeux du XVIIIe siècle est d'une facture remarquable, tant par la qualité de ses bois que la tuyauterie en bel étain et la bonne disposition de ses mécaniques et plans sonores. Cet instrument a déjà été restauré en 1900 par Gaston Maille, successeur de Vénère, et en 1960 par la maison nantaise Beucher de Bière. Ces derniers travaux portaient sur la soufflerie, le toucher du clavier et l'enregistration. Si le facteur d'orgue a respecté les transmissions mécaniques de l'instrument, il a malheureusement apporté quelques remaniements dans la composition des jeux. Sa restauration, interrompue pour des raisons pécuniaires, a laissé un instrument sans égalité dans les tuyaux et dont les jeux sont donc faux. L'instrument, placé au fond de la nef, comprend 21 jeux répartis sur 2 claviers de 54 notes chacun et un pédalier de 30 notes. La console des claviers, en chêne massif, est placée en commode à l'avant de l'orgue, de telle sorte que l'organiste regarde le chœur de l'église. Les éléments sonores sont enfermés dans un très beau buffet néo-gothique en chêne massif, constitué en avant par 3 plates-faces supportant au total 25 tuyaux de façade. Le constat est indéniable.
il a souffert, cet orgue a souffert d'un amas de poussière, de quelques tuyaux à hanches qui s'affaissent sur les jeux de fond et de sa mécanique qui est déréglée. De nombreuses discussions portent sur la façon de restaurer cet orgue. Plusieurs organismes, dont M. Chapelet, grande notoriété, préconise d'apporter le moins de modifications possibles à la composition actuelle de l'instrument. Le conseil municipal du 24 novembre 1986 vote pour sa rénovation, mais il faut trouver des subventions. C'est finalement lors de la séance du 15 novembre 1990 que le conseil municipal valide un devis de près de 550 000 francs avec la promesse d'une subvention du conseil général de 35%. La paroisse devra participer au financement. Un contrat est passé avec le facteur d'orgue Michel et Gilbert Pêche Frères de Pau, qui effectue les travaux entre mars 1991 et octobre 1992. Grâce à l'aide financière des paroissiens, qui atteint près de 92 000 francs, on en profite pour étendre les claviers à 56 notes. L'orgue dispose désormais de 23 jeux et 1512 tuyaux. Le 11 octobre 1992, l'orgue est béni par le curé d'Abadie en présence du maire Pierre Lataillade. Un concert est donné par les organistes de la basilique et par Georges Robert, organiste titulaire de Notre-Dame de Versailles. Le clocher-porche, en pierre d'Angoulême, est couronné d'une très haute flèche gothique de 50,20 mètres. Au-dessus du porche se trouve la chambre de l'orgue, puis le beffroi contenant les cloches. Le tout est surmonté d'une galerie découpée qui relie 4 clochetons. En 1988, le curé d'Abadie alerte le maire sur l'état délabré du clocher, souillé par les pigeons. Mais il faut attendre que la rénovation de l'orgue soit terminée pour s'en occuper. Les travaux sont placés sous la surveillance de l'architecte des bâtiments de France, M. Herat, et réalisés par des entreprises spécialisées. Ces travaux concernent la réflexion des joints de maçonnerie du clocher et de sa flèche, la restauration de l'accès au clocher, le remplacement des 4 colonnettes des clochetons situés à la base de la flèche, la rénovation de la chambre des cloches et de la salle de l'horloge, et enfin, la partie basse et de la façade ouest. Les fientes de pigeons sont rentrées dans les pores des pierres et les ont rongées de l'intérieur. Le temps d'établir les dossiers, ce n'est qu'en mai 1999 que les travaux commencent. Le montant des travaux est imputé au budget de 1999-2000 et 2001. Et une subvention de 35% est apportée par le Conseil général. Pour achever cette restauration de la basilique, la municipalité, sur les conseils des bâtiments de France, décide de réaménager le parvis en le revêtant d'un enrobé rouge traditionnel, avec une allée en pavé de granit à l'entrée de la basilique et une autre à celle de la sacristie. Pour conclure, nous sommes heureux de constater que la municipalité d'Arcachon reste très attentive à l'entretien de ce bâtiment. Nous l'en remercions. Nous remercions également Marie-Christine Rouxel, qui a mené toutes les recherches pour cet exposé, ainsi que Roderick Martin, à qui nous devons de très nombreuses photos de ce diaporama. Merci à vous pour votre attention.